Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Agripreneur. Notre périple nous amène aujourd'hui à la découverte d'une technologie issue des résidus agricoles. Elle se positionne comme une solution aux effets du changement climatique. Selon les spécialistes, la technologie permet d'augmenter la productivité agricole allant jusqu'à plus de 25% du rendement. Vous êtes certainement impatient de connaître la technologie, comment on la fabrique et bien sûr son mode d'emploi. Eh bien, les réponses dans ce reportage. Station de Farakoba. Rendez-vous avec Dr Fatimata Saba. Elle et son équipe sont sur le qui-vive. Mission du jour, produire le biochar. Étape ultime, la carbonisation. Aujourd'hui, nous avons des rachis de maïs que nous allons utiliser pour faire la démonstration de comment on produit le biochar. On commence par remplir la chambre à pyrolyse. Une fois que c'est rempli, on va le mettre dans la chambre à combustion. On remplit la chambre à combustion avec la matière à brûler. De la paille pour pouvoir amorcer la combustion. On prend la cheminée, on ferme bien et voilà pour pouvoir limiter l'accès d'oxygène sur le four. Attention. Voilà. Donc notre biochar est déjà prêt. Puis vient l'activation. C'est un processus qui permet d'enrichir le produit obtenu. La première technique d'activation que nous utilisons, c'est quand on a une solution liquide. Et ici, pour les besoins de formation, là, c'est une solution à base de l'engrais NPK. Une fois qu'on a déterminé le volume d'eau, généralement le rapport de volume de la solution nutritive et le biochar, c'est 1 pour 0,50 volume. On va le mettre dans notre solution. Une fois que c'est bien homogénéisé, on va couvrir. Le dispositif là va rester pendant 48 heures. Au cours de 48 heures, la solution sera complètement absorbée. Et donc, on va l'étendre maintenant à l'homme. L'autre matière que nous utilisons ici, c'est le compost. C'est-à-dire que le producteur a déjà fini de faire sa production de compost et après, il reçoit une certaine quantité. Il a produit une certaine quantité de biochar, mais qui n'est pas assez pour être appliqué. Donc, il fait le mélange suivant le même processus. Donc, on va prendre un quart pour 3 quarts de compost et on fait le mélange. Donc, c'est un rapport 10%. On a un produit qui est un mélange de biochar et de compost. Et ça, c'est un produit fini qui est riche en nutriments et qui va plus durer dans le sol parce que le biochar a pris le temps d'absorber tout ce qui est nutriments qui étaient dans le compost. Direction, le laboratoire. Cette étape, encore appelée caractérisation, permet de déterminer les quantités de nutriments, mais pas que. Quand nous finissons d'abord la pyrolyse, on va prélever un échantillon. On vient ici, on essaie d'analyser avant l'activation, quelle était la teneur en ces éléments-là au sein du biochar. Et quand nous finissons l'activation, c'est l'étape que nous venons de voir, nous amenons maintenant ici et nous essayons de comparer quel est le niveau, la teneur en nutriments des fertilisants que nous avons produits. Et donc cette caractérisation va nous dire, bon, la teneur en azote est élevée, c'est pas élevé, s'il faut faire des apports supplémentaires avec les engrais minéraux ou pas. Et cela aussi va dépendre du type de culture. Par exemple, quand on va faire la caractérisation pour une production de maïs, on va avoir des valeurs nutritives différentes pour les besoins de la tomate. En fonction de votre objectif de rendement, quelle est la quantité? Voilà, c'est telle quantité, la quantité X qu'il faut apporter quand on a activé le biochar avec des fientes de volaille ou quand on a activé avec du fumier ou bien avec une solution de NPK. Donc, nous allons pouvoir déterminer les quantités exactes à appliquer en fonction de chaque type de culture. Donc, c'est ce processus-là que nous faisons ici. Les spécialistes sont formels.
Le biochar est un bon stimulant pour la productivité agricole, contribuant par la même occasion à lutter contre les effets du changement climatique. Dans le processus de production, on va brûler tout ce qui est substance combustible et donc on va avoir à l'intérieur du biochar des galeries qu'on appelle couramment des pores. Et ces pores-là vont être intéressants à deux niveaux. Premièrement, ça va nous permettre d'absorber beaucoup d'eau. Quand nous allons appliquer le biochar au sol, tous ces pores-là vont être engorgés d'eau. Donc, en cas de post-sécheresse, quand il y aura des phénomènes de sécheresse, on va voir que sur les sols où nous avons appliqué le biochar, les cultures vont résister mieux à la sécheresse parce que le biochar va permettre d'absorber le maximum d'eau et de les conserver pour la culture. Le deuxième volet, c'est qu'avec ces porosités-là, quand on applique d'autres substances qui sont riches en éléments, le biochar va pouvoir absorber ces éléments-là et il va fonctionner comme une éponge. C'est-à-dire qu'il va absorber quand l'élément est abondant au niveau du sol, le biochar va retenir ces éléments-là. Et quand ces éléments vont être appauvris au sol, le biochar va libérer progressivement cet élément-là. Il y a des augmentations de rendement qui partent de 25 à 50%. Et dans certaines zones, surtout les zones arides, les effets sont encore plus importants. Les effets positifs sont encore plus importants dans ces zones-là. On a des rendements qui doublent pratiquement quand on utilise le biochar. Le biochar peut être utilisé au choix, ce en fonction des résultats recherchés. Retour sur ce plateau et j'ai le plaisir d'accueillir pour vous Dr Fatoumata Saba. Dr Saba est chercheur à la station Farakoba à Bobo-Dioulasso. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour monsieur Ouedraogo. Question pour vous, le biochar, définissez-nous la technologie en quelques mots. Merci beaucoup monsieur Ouedraogo. En termes simples, le biochar c'est du charbon d'origine organique qu'on utilise pour améliorer la qualité du sol. On a l'impression qu'avec le biochar, rien ne se perd, tout se transforme. On utilise les résidus agricoles qu'on transforme et qu'on renvoie au niveau du champ, ça veut dire au niveau du sol, pour nourrir le sol. C'est bien ça? Oui, nous avons pensé à un mécanisme de recyclage où on applique la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que les produits issus du champ sont utilisés pour améliorer la qualité du sol. Parce qu'on sait que chaque année, quand on fait de la production, il y a des nutriments. Ça veut dire qu'à chaque production, c'est des nutriments que notre culture puise dans le sol. Et souvent, on est obligé d'apporter un peu pour pouvoir accomplir les besoins de la culture. Et donc, comme c'est un cycle naturel, nous avons besoin de restituer au sol ce que nous avons prélevé pour qu'au cycle prochain, le sol puisse jouer son rôle. Donc, dans le système de biochar, on va aller utiliser les résidus agricoles comme les rachis de maïs, comme les tiges de cotonnier, les coques d'arachide, voilà, les sciures de bois qu'on va transformer en un charbon qui peut être appliqué soit brut ou bien amélioré. Docteur, c'est vrai que vous avez répondu partiellement à cette question, mais on a vu les rachis de maïs qui sont transformés en biochar. Est-ce qu'il existe d'autres types de biochar? Oui, c'est-à-dire que quand on parle de la typologie de biochar, on va parler dans deux volets. D'abord, l'origine du biochar, c'est-à-dire que la matière première qui a été utilisée pour produire du biochar. Et quand on parle de ça, il y a une diversité de résidus qui peut être utilisés. Ça peut être des résidus de récolte. Et quand on parle de résidus de récolte, chez nous au Burkina Faso, autour de la technologie du biochar, nous avons réfléchi à comment ne pas concurrencer les autres types de biomasse. Parce qu'on sait que on utilisait les résidus, par exemple la paille ou les tiges de maïs pour nourrir les animaux. Il y en a qui utilisent aussi pour faire de la cuisine. Donc, on a pensé à comment faire pour ne pas aller concurrencer ce type d'usage-là. Donc, on utilise ce qui est toute forme de biomasse qui est peu valorisée, comme les rachis de maïs, comme les tiges de cotonnier. Mais on a en tout combien? Et on a vraiment une diversité. Ça veut dire que quand on parle seulement des résidus de récolte, là, on peut aller à une dizaine, parce que vous savez qu'on a plein de cultures chez nous. En plus de ça, on peut utiliser les bouts d'épuration. Par exemple, ce qu'on prélève dans nos WC peuvent être pyrolysés et puis transformés en biochar pour revenir dans le champ. Et ça devient plus sain.
Docteur, on a vu dans le reportage qui vient de passer le biochar qui a été enrichi. Pourquoi enrichir le biochar? Pourquoi enrichir le biochar? La réponse est tout simple. C'est quand on fait de la pyrolyse, la technique qui est la technique de production du biochar, il y a des éléments nutritifs qui se perdent. Par exemple, l'azote est perdu au cours de la pyrolyse. Et donc, on a besoin d'enrichir le biochar en ces éléments-là. Ça, c'est le premier volet. Deuxième aspect, c'est que lorsqu'on n'enrichit pas le biochar, il faut apporter des quantités assez importantes. Et c'est de l'ordre de 5 à 10 tonnes pour pouvoir avoir des effets immédiats. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour le petit producteur. Mais en termes d'enrichissement, on peut aller jusqu'à combien de types d'enrichissement? Ce qui est plus courant, il y a 3 types majeurs d'enrichissement. Qui sont lesquels? C'est-à-dire que la première forme d'enrichissement, c'est un traitement, un pré-traitement. Et ça veut dire qu'on va utiliser certaines substances comme l'acide ou bien des substances basiques pour améliorer la porosité du biochar. Et ça, c'est une préparation préalable maintenant à l'enrichissement. Quand on parle au niveau de l'enrichissement à proprement parler, on va avoir 3 grands types. Il y a la macération qui permet d'enrichir le biochar dans une solution nutritive. Par exemple, ça peut être la solution de l'engrais NPK. Comme on l'a vu dans le reportage. Exactement. On peut aussi faire du co-compostage. Le co-compostage, c'est le système classique de compostage que nous connaissons, le compostage en tas, où on va apporter des couches de biochar dans le tas, successivement. Et dans cet apport-là, on va créer une interaction entre les surfaces du biochar et les éléments qui se décomposent. Et cette interaction-là permet de charger le biochar en nutriments. Et quand on va apporter maintenant au champ, ces nutriments vont être progressivement libérés au profit de la culture. Et notre troisième méthode d'enrichissement, c'est ce qu'on appelle l'incubation. Et cette technique-là, toujours, on va se baser sur le mécanisme de porosité, d'absorption des nutriments. Et donc, on a du compost prêt ou bien on a du fumier qui est insuffisant. Et donc, on va aller ajouter du biochar de l'ordre de 10 à 20%, voire 25%. Et on va essayer d'humecter pour créer le processus de réaction à l'intérieur. Et ces réactions-là vont permettre aussi au biochar de puiser les éléments nutritifs venant du fumier ou bien du compost déjà prêt. Et une fois qu'on va aller appliquer au champ, c'est-à-dire que les nutriments qui sont absorbés au niveau du biochar vont être relargués lentement. C'est un mécanisme qui permet d'économiser les nutriments parce que dans ce cycle-là, les pertes sont minimes. Docteur, on fait un cas pratique très rapidement. Un producteur qui a de la biomasse, qui n'est pas enrichie, qui a un hectare dont il veut appliquer, sur lequel il veut appliquer. La production, c'est le maïs comme spéculation. Il lui faut, parce que vous avez dit que c'est possible d'utiliser le biochar qui n'est pas enrichi pour amender le sol. Quelle quantité il faut à ce producteur-là pour amender ou enrichir son sol? On va dire qu'il faut au minimum 5 tonnes à l'hectare pour ce producteur-là, en plus des engrais minéraux, pour avoir le rendement moyen. Pour le maïs, au moins avoir 2,5 à 3 tonnes par hectare. Il lui faut au minimum 5 tonnes à l'hectare, plus la dose recommandée du NPK. Et ça fait beaucoup. À l'inverse, lorsque on prend toujours la même spéculation, la même superficie, le biochar qui est enrichi, il faut combien, de tonnes ou de kilogrammes? Ok. Merci beaucoup pour la question. Par exemple, si c'est du biochar qui est enrichi par co-compostage, lorsqu'on apporte 2,5 tonnes à l'hectare, on peut diminuer la dose de NPK de 25%. Par exemple, au lieu de 4 sacs de NPK, on peut ramener à 3 sacs de NPK lorsqu'on apporte du co-compost à 2,5 tonnes par hectare. Et à l'opposé, quand il s'agit du biochar, par exemple, activé avec de la solution de l'engrais NPK, on apporte seulement autour de 125 à 150 kg à l'hectare. Et c'est le biochar qui est apporté à la place du NPK. Donc, ça dit que tout va dépendre du type de biochar enrichi qu'on a. Exactement. Docteur, continuons
cet entretien, évoluons pour parler cette fois-ci du biochar qui est utilisé comme, j'allais dire, chargeur pour empêcher, pour lutter contre les insecticides, qui est utilisé comme insecticide. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce niveau-là? Au niveau du biochar, le principe de réaction du biochar, c'est au niveau de sa porosité et la surface. Voilà, les liaisons. Porosité, il faut nous expliquer. Porosité, on a des profanes qui nous suivent. Voilà, c'est genre des galeries à l'intérieur. Parce que quand on prend de la matière organique, surtout d'origine végétale, il y a la partie qui peut se brûler qu'on va appeler la substance combustible dans la biomasse. Et quand on brûle cette partie-là, généralement, c'est cette partie qui brûle. On le brûle partiellement quand il s'agit du charbon de bois. C'est ce qui fait que, même brûlé, quand on met dans le fourneau, on peut encore avoir du feu pour la cuisson. Par contre, au niveau du biochar, on va élever la température au-delà de 500 degrés. Et quand on fait ça, ça veut dire que ça brûle tout ce qui est combustible à l'intérieur de la biomasse. Et ça va libérer, ça ne va laisser que des pores. Ça veut dire que ce sont des types de galeries qui fait que les nutriments, quand on le met en contact d'une substance, les nutriments-là peuvent aller soit se coller à la surface, soit loger à l'intérieur des galeries. Et de même, quand on va appliquer au sol, ça devient comme des concessions. Ce sont des galeries où tout ce qui est soldat au niveau du sol, qu'on appelle généralement les micro-organismes du sol, peuvent aller loger et puis avoir un milieu favorable pour pouvoir mieux réagir et mieux travailler dans le sol. Et lorsque c'est utilisé pour lutter contre les ravageurs, comment ça se passe? Au niveau de la lutte contre les ravageurs à proprement dit, on va parler de la future remédiation ou bien de la remédiation des sols que de la lutte contre les ravageurs. Allez-y. Parce qu'en tant que chercheur, je pense que et la technologie au niveau du biochar est en train d'évoluer. Donc, au niveau de la remédiation, c'est-à-dire que pour un sol qui est pollué, par exemple, pour un sol où on a utilisé l'excès d'herbicides et on sait que c'est nocif pour l'environnement, on peut aller appliquer des quantités importantes sur ce sol-là. Et le biochar va piéger progressivement, il va absorber progressivement la substance active de l'herbicide ou de cette pesticide-là. Et enfin, ça veut dire qu'on peut simplement retirer le biochar et permettre à ce sol-là de fonctionner normalement. Donc, quand on parle maintenant de charger le biochar avec un herbicide, je pense que ça peut être endommageable pour l'environnement si on n'y prend pas garde. Et ce n'est pas conseillé? Oui, ce n'est pas conseillé parce que ça va durer plus dans le sol, dans l'environnement, que lorsqu'on applique ça de façon très naturelle. Docteur, parlons de récupération de sol. Ce qui est intéressant avec le biochar, selon ce qu'on a pu suivre, c'est que ça permet de récupérer le sol. À quel degré le biochar permet la récupération d'un sol complètement dégradé et sur quelle période? Il faut dire que la récupération des sols, c'est un processus qui est déjà long. On va commencer par là. Donc, quand on utilise le biochar va aller d'abord améliorer les conditions physiques. Parce que dans la dégradation des sols, ça peut être un sol qui est devenu compact, où c'est difficile que les nutriments pénètrent, c'est difficile que l'eau pénètre, c'est difficile que les racines des plantes puissent faufiler. Donc, quand on applique le biochar va aller améliorer la structuration du sol. Ça veut dire que ça va créer de l'aération du sol et ça va permettre à tout ce qui est l'eau de pouvoir se couler et de pouvoir se stocker. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, le biochar va apporter aussi des cendres. Quand on apporte des cendres, ça veut dire que tout ce qui est correction de l'acidité du sol, le biochar va aller travailler sur ça. Et quand ça travaille sur ça, ça veut dire que ça va permettre à certains ions, par exemple comme le phosphore, qui est très, très lié, retenu dans le sol, d'être disponible pour les cultures. Et en dernière position, on a que le biochar apporte du carbone. Et on sait qu'aujourd'hui, le carbone est l'un des éléments qui permet quand même de maintenir et d'assurer la fertilité du sol. Et donc, c'est à ce niveau-là que le biochar peut contribuer à la récupération de la dégradation des terres. Mais à quelle échelle, nous sommes toujours en train de l'étudier. Au niveau du cas du Burkina, parce qu'ailleurs, en fonction des quantités apportées, plus les quantités apportées sont importantes, surtout quand c'est enrichi, plus la récupération elle est rapide. Mais nous avons besoin de l'adapter dans notre contexte. Et vous êtes en train d'étudier, docteur, le biochar permet également de corriger le pH du sol.
explication. Merci beaucoup. Voilà, tantôt je disais que, en fonction d'abord du type de biomasse qui est utilisé pour la production du biochar et de la température de pyrolyse, on va avoir soit du biochar qui est acide, soit du biochar qui est basique. Et généralement, nous misons sur la production du biochar basique. On va élever la température et on va avoir du biochar qui a un pH entre 8, 9, voire 11. Voilà. Et donc, quand on va aller apporter ça dans nos sols qui ont des pH généralement autour de 4, 5 et demi, ça veut dire que ça va permettre de relever le pH vers la neutralité, qui est le pH idéal pour la plupart des cultures. Voilà, c'est dans ce sens-là que le biochar va contribuer à améliorer le pH. Il y a aussi les cendres que ça apporte. Comme c'est une technique de pyrolyse, à la fin, on va avoir des cendres. Et ce sont ces centres-là qui vont contribuer à chôler. Voilà, dans le terme scientifique, on va parler de cholage. Voilà, corriger le pH pour l'amener, le faire remonter vers vraiment la classe idéale pour les cultures. Le biochar permet d'augmenter la productivité agricole. On parle de 25 à 50%. Question que beaucoup se posent, comment c'est possible? L'augmentation, évidemment que le biochar, par exemple, les études que nous avons menées au Burkina Faso ici sur le biochar, nous avons eu des augmentations des rendements de l'ordre de 25, voire plus. Voilà, il y en a tantôt même, ça double même les rendements que les producteurs. 50%? Plus de 50%. On peut aller au-delà de 100%. Et ça, c'était sur quoi? Les céréales uniquement? C'était sur le sorgho. C'était sur le sorgho et c'était dans la zone aride. Voilà, c'est-à-dire que plus les conditions climatiques sont rudes, plus le biochar agit bien. Et nous avons fait cette expérience-là au niveau du Burkina parce que nous avons fait des études dans la zone ouest où il pleut, les sols sont relativement plus fertiles et nous sommes allés vers le nord aussi pour expérimenter. Et nous avons vu que la réaction au niveau du nord était plus importante parce que le sol était plus sec là-bas et plus pauvre. Et donc nous avons eu des rendements de sorgho allant même à plus de 2 tonnes à l'hectare. Et c'est impressionnant. Là, c'est pour ce qui concerne les céréales, le sorgho, vous avez dit, mais et pour ce qui est des cultures maraîchères. Et quand on était sur le terrain, on a pu voir avec la tomate, c'est une expérimentation. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'heure? Pour l'heure, ce que nous avons essayé de faire à la station, c'est de voir, étudier différentes doses de plusieurs types de biochar, voilà, biochar non enrichi, biochar enrichi, sur la productivité de la tomate. Et donc, nous avons évolué de 5 tonnes jusqu'à 30 tonnes. Voilà, et en conclusion, on retient quoi? En conclusion, on retient que quand les doses moyennes, ça veut dire que les doses moyennes sont autour de 15 tonnes à l'hectare. Donc, on a eu que les rendements sont augmentés, mais aussi la résistance au stress, ça veut dire que la fréquence d'irrigation va diminuer. Voilà, va diminuer. En utilisant le biochar, on réduit la fréquence d'irrigation, donc de l'apport en eau. Oui. C'est un gain substantiel pour les producteurs maraîchers. Oui. Et j'espère qu'ils vont vous approcher, en tout cas pour implémenter cette technologie. Aussi. Le biochar, une alternative aux engrais chimiques, docteur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous sommes en train de travailler, parce que je ne suis pas de la tendance à zéro engrais chimique, mais ça peut permettre de modérer. Voilà, parce que ce n'est pas exclu d'utiliser les engrais chimiques, mais c'est quand on utilise en excès que ça peut être dommageable pour notre environnement. Mais le biochar va permettre de pouvoir réduire quand même assez un peu des quantités que nous utilisons pour avoir des doses qui soient supportables pour les petits producteurs. Ça sera tout pour cette émission. Je recevais pour vous Dr Fatoumata Saba. Pour rappel, Dr Saba est chercheur à la station de INERA Bobo. Merci, docteur, d'avoir fait le déplacement. J'espère vous recevoir à d'autres occasions pour parler, bien sûr, agriculture et de vos travaux. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de Transcendance Communication et de BF1 Télévision. Merci également à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre. Merci pour votre fidélité renouvelée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, Dieu voulant, pour un autre numéro sur les questions agricoles. D'ici là, portez-vous bien. Docteur, vous restez.